est 16h sur ESAE. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, en Centrafrique, le matériel électoral réceptionné à Bangui, une étape clé avant les élections. CAN 2025, la RDC affiche ses ambitions à quelques jours du coup d'envoi. Aux États-Unis, Washington élargit les restrictions de voyage à 20 pays. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre ce journal à Lagos où la création urbaine est à l'honneur. La capitale économique nigériane accueille son tout premier festival de street art. Des graffeurs locaux investissent murs et espaces publics, transformant la ville en galerie à ciel ouvert. Une initiative qui met en lumière la jeunesse créative et redonne une nouvelle identité visuelle à la métropole. Image à suivre. De nuit, Lagos brille depuis quelques jours de mille feux. La mégapole séparée de ses plus belles illuminations pour célébrer les fêtes de fin d'année. De jour aussi, des couleurs envahissent les murs. Venu de Manchester, Babalola Oluwafemi est retourné au pays pour honorer ce tout premier festival dédié au street art. J'ai déjà peint dans des espaces publics, mais l'énergie à Lagos est différente. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, beaucoup de commentaires aussi de la part des passants qui disent « beau travail ». On se nourrit de cette énergie et on fait ce qu'on a à faire. À ses côtés, sur l'artère bruyante bordant Victoria Island, l'une des îles cossues de la mégapole, une dizaine d'artistes à l'œuvre. Des graffeurs heureux d'offrir aux habitants un paysage différent. Cette fresque murale, c'est une exposition pour les gens. Beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller voir une exposition. Nous pensons que l'art ne doit pas être confiné ou limité aux espaces des galeries. Nous avons ce projet afin de montrer l'art au public et de lui permettre de découvrir des œuvres de différentes parties du monde. L'objectif aussi, c'est de mettre sous les projecteurs une scène urbaine qui peine paradoxalement à émerger dans l'une des villes phares de l'art contemporain africain. En Centrafrique, le processus électoral franchit une étape importante. Le matériel électoral est arrivé à Bangui et a été officiellement remis à l'autorité nationale des élections. Une avancée majeure à quelques mois des scrutins dans un contexte marqué par de forts enjeux politiques et sécuritaires. Reportage à suivre. Des bulletins de vote, des formulaires de procès-verbaux et divers imprimés électoraux sont arrivés à Bangui lundi. Cette livraison marque une étape cruciale dans les préparatifs des élections générales prévues le 28 décembre prochain. Ce matériel électoral a été remis au président de l'autorité nationale des élections. Ce jour est le fruit, bien sûr, d'efforts très importants consentis par le gouvernement de la République centrafricaine en finançant justement tous ces matériels. Mais c'est aussi les efforts de toute la communauté internationale
qui depuis quelques mois justement soutient le gouvernement dans ces efforts-là pour voir ce jour être une réalité. Le président de l'ANE s'est voulu rassurant quant au déploiement effectif du matériel électoral. Tout ce matériel-là va être envoyé sur l'ensemble du territoire avec le concours de la MINUSCA, avec les avions de la MINUSCA et parfois par voie routière pour que chaque ville, chaque commune, chaque démembrement puisse recevoir ce matériel afin de les envoyer dans les différents bureaux de vote, les centres de vote de notre pays. 7 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle dont le président sortant Faustin Archange Touadéra, candidat à un 3e mandat. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la République démocratique du Congo affiche clairement ses ambitions. À moins d'une semaine du coup d'envoi à Rabat, les Léopards se présentent comme de sérieux prétendants au titre. Porté par une génération déterminée à marquer l'histoire. Reportage à suivre. Lors de 2-0, on assiste d'ailleurs à l'engouement pour cette Coupe d'Afrique des Nations depuis quelques jours, à voir le monde qui se bouscule à l'ambassade marocaine pour des demandes de visa. Dans certains quartiers ici à Kinshasa, des jeunes gens amènent leur vareuse de la RDC à la décoration pour y marquer leur nom ou le nom de leur préféré parmi les léopards congolais, des maillots qu'ils apprêtent bien évidemment pour porter le jour de la prestation de la RDC déjà fixé le 23 décembre prochain contre le Bénin. Et quelles sont les chances alors de l'équipe congolaise, Dadi? Oui, au regard des récentes prestations des léopards, les Congolais et bien d'autres analystes sportifs s'accordent à dire que les léopards ont leur chance d'aller loin dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas dans les carrés finales. Et cela est possible avec les arrivées de joueurs binationaux de taille qui évoluent dans des clubs européens pour renforcer et rafraîchir l'équipe aux côtés des expérimentés comme le capitaine Chancel Mbemba avec plus de 100 sélections. Cette confiance repose aussi surtout sur les performances remarquables réalisées par la RDC lors des différentes compétitions récentes, notamment la double confrontation des barrages africains face au Cameroun et au Nigeria pour la qualif à la Coupe du Monde 2028. Donc la sélection du Français Sébastien Desabre est vue comme outsider, comme c'est souvent le cas. Donc en RDC, on croit à une victoire finale, mais quels sont les autres favoris des Congolais? Naturellement, le plus grand favori de cette édition pour les Congolais reste le Maroc par rapport à son statut, son histoire, la qualité de ses joueurs, mais surtout le fait qu'il est le pays hôte. Il aura le bénéfice du 12e homme dans son public. En plus, le Maroc possède un effectif solide avec de l'expérience internationale et un bon niveau de jeu. Dans les 3 fenêtres alternées de septembre, octobre et novembre 2005, il y a évidemment le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, sans oublier l'Afrique du Sud. C'est pour dire que cette Coupe d'Afrique des Nations réserve des surprises, même si les Congolais croient fermement que leur équipe pourra faire mieux. Réunis en sommet à Helsinki, 8 pays du Nord et de l'Est de l'Europe appellent à un renforcement urgent de la défense du flanc oriental du continent. Face à la menace russe, ces États réclament une réponse coordonnée et rapide pour garantir la sécurité européenne. Suivons ensemble. Ils sont les plus proches voisins de la Russie et veulent faire front commun face à la menace. Les pays du flanc de l'Est, un nom qui parle pour lui-même, se sont réunis ce mardi à Helsinki dans un sommet consacré à leur inquiétude première, la présence russe. Parmi eux, la Finlande et la Suède, les pays baltes, la Pologne ainsi que la Bulgarie et la Roumanie. Nous sommes ici parce que nous voulons renforcer notre sécurité et notre défense. La Russie représente une menace à long terme pour nous tous en Europe. C'est une menace aujourd'hui, demain et dans le futur. Les 8 ont acté dans une déclaration commune le fait que la Russie constituait la plus importante menace à la paix en Europe, Moscou ayant renforcé sa présence face à ces pays et multiplié les incursions de drones et d'avions. En réponse, le flanc Est a renforcé militairement ses frontières, mais ces pays en première ligne demandent désormais davantage de financement, notamment en provenance de l'Union européenne.
Nous sommes pragmatiques et je suis absolument sûr que pour notre sécurité, non seulement celle de mon pays, mais pour celle de tous, ce format et notre travail commun est crucial et peut être un modèle pour d'autres pays. Deux pays du flanc Est n'ont pas répondu à l'appel, la Hongrie de Viktor Orban qui continue d'importer du gaz russe, ainsi que la Slovaquie de Robert Fico qui a mis fin à l'aide militaire destinée à l'Ukraine. Tous deux voulant ménager la Russie dans ce que qualifiait en mars dernier Donald Tusk d'ère de l'avant-guerre. Sur le plan diplomatique, les tensions persistent. Malgré l'optimisme affiché par les Occidentaux, Moscou critique ouvertement le rôle des Européens dans les négociations autour des réserves russes, ravivant un climat de méfiance et de confrontation. Jusqu'aux embrassades avec l'Américain Steve Witkoff. Volodymyr Zelensky prêt à sacrifier l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour obtenir de solides garanties de sécurité après un éventuel cessez-le-feu. Nous avons fait des progrès dans ce domaine. J'ai vu les détails élaborés par les militaires. Ils ont l'air plutôt très bons, même si ce n'est qu'une première ébauche. Des garanties fortes et acceptables pour la Russie selon un haut responsable américain. Ces échanges semblent donc constructifs, sauf sur un point. Il y a eu suffisamment de discussions concernant les territoires et il me semble que pour l'instant, nous avons des positions différentes, je le dis franchement. Le chancelier allemand, quant à lui, voit en ces pourparlers un espoir. Nous avons désormais une chance d'aboutir à un véritable processus de paix pour l'Ukraine. Ce plan est encore modeste, mais l'opportunité est réelle. Optimisme partagé par Donald Trump, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Nous avons eu de nombreuses conversations avec le président russe Poutine et je pense que nous sommes plus proches aujourd'hui d'un accord que nous ne l'avons jamais été. Le Kremlin a dit attendre d'être informé par Washington des résultats de ces pourparlers, tout en émettant d'avance de fortes objections. Aux États-Unis, la politique migratoire se durcit. Washington annonce de nouvelles restrictions de voyage touchant 20 pays supplémentaires. Plusieurs États africains sont concernés par une interdiction totale d'entrée, une décision qui suscite inquiétude et réaction. Suivons ensemble. L'administration Trump a annoncé mardi une nouvelle extension des restrictions de voyage. 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan du Sud et la Syrie, font désormais l'objet d'une interdiction totale d'entrée aux États-Unis. 15 autres pays, dont le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, sont eux soumis à des restrictions partielles. Selon la Maison-Blanche, ces mesures visent à renforcer la sécurité nationale et le contrôle des flux migratoires. L'administration Trump évoque la corruption, la fiabilité des documents d'identité et le dépassement de visas. Les nouvelles restrictions entreront en vigueur le 1er janvier prochain. Certaines catégories restent toutefois exemptées, notamment les résidents permanents, les diplomates et les personnes dont l'entrée servirait les intérêts des Américains. Cette décision intervient après l'arrestation d'un ressortissant afghan accusé d'avoir tiré sur 2 soldats de la garde nationale près de la Maison-Blanche lors du week-end de Thanksgiving. Et puis pour boucler cette édition, le Venezuela hausse le ton. Caracas condamne l'annonce d'un blocus américain visant des pétroliers sous sanction. Les autorités vénézuéliennes dénoncent une mesure aux lourdes conséquences économiques pour le pays. Suivez ce reportage. Une menace extravagante ayant pour objectif de voler le pétrole du pays. La réaction du gouvernement vénézuélien ne s'est pas fait attendre après l'annonce de Donald Trump. Le blocus des navires sanctionnés par les États-Unis est une nouvelle étape dans la pression mise sur le pays caribéen qui vit déjà sous la menace militaire depuis août dernier. Des troupes américaines sont stationnées en mer des Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic, officieusement pour intimider Nicolas Maduro et le forcer à quitter le pouvoir. Bloquer les navires sanctionnés est une façon pour Washington de désormais mettre la pression sur l'économie vénézuélienne qui dépend presque entièrement de son pétrole, un brut qui est vendu à la Chine dans sa grande majorité et via des méthodes alternatives, voire même pirates. Je le rappelle, le pays fait l'objet de sanctions américaines, des sanctions qui l'empêchent de vendre
vendre son pétrole sur les marchés traditionnels. Et bien, conséquence, le Venezuela vend son pétrole au rabais, le transporte via des navires sanctionnés qui se chargent discrètement, parfois en pleine mer et sans émettre de signal GPS. Et malgré cette précarité, si cette source de revenus venait à se tarir, eh bien, ce serait une catastrophe pour l'économie vénézuélienne. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de journée à vous.